Hello! Bonsoir à tous, ou bonjour. Bonjour, bonsoir, enfin ça dépend de quand est-ce que vous nous écoutez. Exactement. Bienvenue de retour pour un nouveau podcast Rosé au Café. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Tout à fait, pour un nouvel épisode, un nouveau thème que Kira va introduire puisque moi je suis un petit peu la personne qui se fait surprendre aujourd'hui. Oui. Je n'ai pas eu à préparer le podcast et vous allez comprendre pourquoi. J'ai hâte. Pourquoi est-ce que c'est moi qui a préparé le podcast aujourd'hui ? Parce que j'ai lu un livre il y a quelques mois qui m'a inspirée et que j'aimerais discuter et analyser un peu plus en profondeur avec vous. Donc j'ai préparé un petit peu, je vais vous expliquer juste après de quoi ça parle et comment c'est structuré. Vous allez comprendre que ça prête parfaitement pour en discuter lors d'un podcast. Et c'est un livre que Léa ne connaît pas, donc elle va se laisser surprendre. Exactement. Sous les yeux, on a le bouquin, je l'ai déjà vu. La couverture, je l'ai déjà croisée à la FNAC ou au Furet. C'est un livre qui est connu. T'as envie de dire peut-être le titre et de qui c'est écrit ? Alors le titre, c'est beau là parce que tu me tends le livre, il y a un rayon de soleil dessus, c'est magnifique. Il y a même un petit soleil sur la couve. C'est un livre de Fabrice Midal et c'est le guide du bonheur imparfait. Exactement. Sympa. Donc voilà, on va le parcourir. Ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est que vous avez plein de différents chapitres et chaque chapitre est comme un conseil. Okay, il y en a 28 au total. Et aujourd'hui, on va parler des 5 premiers conseils que Fabrice Midal nous donne dans ce guide et qui nous donne un peu ou qui nous ouvre la porte à une discussion sur est-ce que c'est quelque chose qui est simple pour nous à s'imaginer, à mettre en place dans le quotidien ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait ? Est-ce que c'est au contraire quelque chose qu'on ne se voit pas du tout faire ? Enfin voilà, c'est intéressant d'avoir ton avis là-dessus. Carrément. Et d'échanger. Surtout que ne l'ayant pas lu, ça va être un peu un avis à chaud et un avis très spontané, quoi. C'est exact et c'est parfait. Et c'est exactement ce qu'on cherche. Donc voilà. Et avant ça, on peut en profiter pour faire notre petit rituel d'intro. Kira, est-ce qu'il y a une phrase qui t'a catché cette semaine ou un truc que tu as envie de partager avec nous ? Oui. Pourquoi ? Parce que c'est une phrase que j'ai entendue qui est hyper simple, enfin que j'ai déjà entendue plein de fois, mais cette fois-ci j'y ai vraiment réfléchi et je me suis vraiment dit c'est vrai en fait. Donc la phrase est Everything that is hard is worth doing it. Ok. Donc tout ce qui est dur à faire, au final, ça vaut le coup. Ouais, grave. Est-ce que c'est vraiment quelque chose, tu vois, parce que moi, je pars quand même du principe où tout ce qui est simple, c'est la bonne chose à faire. Ouais, c'est marrant de le mettre en contraste avec ça, puisqu'on le dit souvent. Ouais. Exactement. Donc, je me suis posé la question, mais en même temps, je suis d'accord parce que s'il y a une volonté, et je pensais notamment au projet Rosé au Café, parfois c'est dur, tu vois, d'avancer là-dedans, etc., et de se lancer. Et au final, bah oui, ça vaut complètement le coup, tu vois. Ouais. Donc c'est dans ce sens-là où je me suis dit, bah oui, trop. Ouais, non, ça me parle aussi, tout ce qui est dur, ça vaut le coup. Je pense que c'est aussi parce que quelque chose que tu fais difficilement, ou du coup tu vas mettre plus d'efforts et tout ça, une fois que c'est accompli, t'es plus fier, tu vois. Tu dis, ah ouais, j'ai galéré et tout. Donc peut-être que dans ce sens-là, ouais, ça vaut grave le coup. Putain, il y a Koda, mon chien, qui fait le fou à côté. Koda, non. Si tu veux, je lui parle en allemand. Vas-y, peut-être qu'il comprend mieux. Nein. Nein. Oula. Stop. Il est vraiment impressionnant. C'est trop marrant. Il sourit avec moi. Bon, on espère qu'il va se Si vous entendez des petits grognements, vous ouais, savez qui c'est mon chien à côté. Mais cette phrase, je pense qu'elle peut parler à beaucoup de monde. Quand c'est compliqué, c'est que ça vaut le coup. Après, je pense aussi quelque chose de compliqué, c'est quelque chose qui te sort encore plus de ta zone de confort. Donc, c'est potentiellement un changement qui est bien plus important. Donc, il va te mener bien plus haut, ou en tout cas bien plus loin que là où t'es, quoi. Ça te fait vivre, en fait. Ouais. C'est génial. Ouais. Et toi, Lélé, cette semaine, t'as eu une phrase ? Bah, pas spécialement. Mais du coup, maintenant, ça me fait penser à un petit truc que j'ai lu hier... Avec Kira, on a été boire un café dans un lieu dont on taira le nom. Putain, un jour, cette anecdote, elle sortira dans un autre contexte, mais là, c'est un peu trop tôt. Ouais, c'est possible. Mais en plus, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui sont concernés par ça. Bon, bref, on avait qu'une petite expérience drôle, on va dire, hier. Mais il y avait une phrase sur le mur et c'était « Do it for your future self ». Et j'aime bien. C'est cool, tu vois. Exactement. En vrai, ouais, la meilleure personne pour laquelle tu peux faire quelque chose, c'est toi-même. Ouais. C'est toi-même de demain qui sera fier. Ça rejoint un peu ce que tu dis. Donc, c'est cool, guys. Voilà les 2 petites premières phrases pour commencer ce podcast. Tenez-vous prêts parce qu'il va y en avoir 5, je crois, qui vont suivre et j'espère qu'elles vont être tout aussi impactantes. Exactement.
Bon, pour être honnête avec toi, j'ai préparé les différents chapitres il y a une semaine. Ouais. Donc ça va être aussi pour moi une redécouverte un petit peu spontanée. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les chapitres et je les souligné des passages qui, pour moi, étaient importants de partager. Voilà. Est-ce que tu es prêt? Bien sûr. Je suis tout oui et j'ai hâte de découvrir ces 5 conseils ou outils. Je sais pas vraiment comment les définir. Je sais pas du tout ce que ça va être. Mais... Ouais. Est-ce que tu es prête à te mettre sur le chemin du bonheur imparfait? Et j'ai hâte. Déjà, ce qui est intéressant, c'est le bonheur imparfait. Ça me rappelle une discussion qu'on a eue il y a quelques épisodes de là, où tu m'avais dit, parce que moi je t'ai dit, ouais, mon plus grand objectif dans la vie, c'est d'être heureux. Et tu vois, d'avoir le bonheur à 100%. Et tu me disais, bah, c'était pas vraiment un objectif, mais plutôt un sentiment que tu pouvais avoir Grave, sur ouais. un chemin de vie. Et donc, je pense que c'est ça aussi un peu à quoi le bonheur imparfait, entre guillemets, fait référence, tu vois. C'est vrai. Bonheur imparfait, ce que moi, ça m'amène à penser, c'est que c'est pas un truc linéaire et une fin en soi, c'est plutôt un chemin où parfois tu auras le bonheur, parfois tu l'auras pas, et c'est comme ça. Exactement. C'est le bonheur imparfait. Exactement. C'est une belle appellation. Je vais l'adopter, tiens. J'adore. Et après, c'est quelque chose de très individuel aussi, le bonheur, de comment est-ce que tu le ressens et qu'est-ce qui est important dans ta vie et comment ça peut être aussi peut-être un driver dans ta vie pour avancer. Grave. Enfin bref, moi, c'est une motivation et ce livre-là, il m'a quand même aidé à avoir des idées de qu'est-ce que je peux changer dans ma vie concrètement pour aller mieux. Et petite question un peu à côté, quoi. Oui. Mais tu l'as lu quand, ce livre? Je l'ai lu il y a un an. Ok, ouais, c'est pas non plus hyper vieux, mais c'est pas tout récent non plus. Non. Okay. Mais ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, je pourrais te dire à quel point peut-être ça a changé certains points de ma vie ou comment je l'adapte. Ouais, t'as quand même du recul. Exactement. C'est intéressant. Donc je vais juste vous lire la couverture, comment on appelle ça? Le résumé, la quatrième couve. En tout cas, une partie, parce que je pense que c'est important pour poser un peu le cadre. Donc, c'est un changement radical de vie que vous convie ce guide. On te remercie pour l'interprétation, Kira, qui est vraiment présent. Oui, je suis mort de rire. Enfin, bref. Vous ne serez pas heureux quand tout sera lisse, sans vagues, et vous n'aurez plus aucun défaut. Mais lorsque vous aurez abandonné l'idée d'un bonheur positiviste, sans relief, et que vous serez prêt à embrasser la vie et vos imperfections. Fabrice Midal vous confie les 28 règles de la vie pour ne plus passer à côté du bonheur. Trop bien. Donc voilà, premier chapitre. Le titre, déjà, qu'est-ce que ça t'invoque? C'est « Surmonte ta gêne ». Dis « je ». Surmonte ta gêne, dis-je. Dis « je ». Je fais quelque chose, je suis... Ah, j'ai pas compris. En gros, le titre, c'est « Surmonter ta gêne ». Ok, surmonte ta gêne. Exactement. Pour surmonter ta gêne, il faut plus dire « je ». Ah, dis « je ». Surmonte ta gêne, dis « je ». Est-ce que c'est le tout premier chapitre du bouquin ou c'est le premier truc que t'as... Ok, c'est le tout premier chapitre. Enfin, il y a une préambule. Ok, oui, bien sûr. Parce que là, comme quand t'en as choisi que 5 et censé en avoir 28, je me demandais si c'était vraiment le premier. It is the first one. Surmonte ta gêne, dis « je ». Ça me parle. C'est un truc qui m'intéresse. Ça t'intrigue. En fait, ça explique le fait qu'il faut beaucoup plus désigner qui on est et s'engager en fait dans les rencontres ou même dans la parole avec les autres en disant plus je fais ça. C'est aussi ouvrir quelque chose qui vient te visiter, t'animer, te réjouir, te porter en avant. Et c'est une rencontre avec toi-même qui te permet en fait à mieux comprendre tes désirs et d'être en phase en fait avec ce que tu penses et avec ce que tu vis. Donc tout ça pour dire que le jeu est un rapport au monde qui est réceptable de l'émotion, de la sensation, de l'idée qui peuvent te réveiller, t'enthousiasmer et te déplacer. Et en fait, c'est pour te dire clairement que ce qui est important, c'est de jamais négliger le jeu et de vraiment se concentrer sur qu'est-ce que toi tu veux. C'est pas de dire on a envie de voyager. Non, j'ai envie de voyager. Tu vois, c'est de vraiment comprendre qu'est-ce que toi tu as envie par rapport à la société. Je sais pas si c'est clair. Ah si, c'est hyper pertinent. Moi, ça me parle tout de suite, ça résonne un peu. C'est vrai qu'on a tendance, tu vois, je le dis. Je viens de dire on a tendance. J'ai tendance à dire on. C'était ça le sujet en plus. J'ai tendance à dire on, à généraliser des choses un petit peu pour fuir le fait que non, c'est moi qui pense ça, c'est moi qui veux ça. Et ça me parle grave. Et ça me rappelle un truc, meuf, la semaine dernière, on était à une conférence. C'était que des femmes. Et la présentatrice de ce truc, elle arrêtait pas de dire, elle a répété plusieurs fois, arrêtez de vous excuser d'être vous. Et c'est vrai que d'utiliser le je suis chef d'entreprise, je suis coach, je suis machin, c'est une façon aussi de se répéter, de s'auto-convaincre de ce qu'on est, quoi. Donc, de ouf. Et ça permet aussi de prendre ta place, de dire moi j'ai envie de ça. Point.
Et il te donne les 5 raisons d'ailleurs aussi pour lesquelles on n'ose pas souvent dire je. Mhm. Et moi, je trouve que, enfin, moi, ça me parlait de ouf. La première, c'est parce que c'est inconvénient. Ça a l'air grossier. On a toujours l'impression que c'est mal poli de dire Oui. je veux faire ça. Oui. On a envie, en fait, de créer une sorte de Tu sais, collectivité. ça me fait penser à l'adage, la personne elle est toujours moi je. On n'a pas envie d'être comme ça, tu vois, donc oui, ça peut être une Exactement. raison pour laquelle on évite. Ça, c'est une des raisons. Une autre raison aussi, c'est la peur d'être rejeté. Donc, on n'a pas envie de dire je suis le seul à vouloir faire ça. Mhm. Si tout le groupe a envie, par exemple, de sortir le soir, on n'a pas envie d'être celle qui dit bah non, moi j'ai envie de regarder un film devant la télé. Tu vois, c'est aussi un peu lié avec la FOMO, etc. Grave. La troisième cause, c'est la crainte de s'engager. Donc, en fait, c'est faire un choix. Oui, je le veux, le mariage. Oui, nous le voulons. Mais non, mais ce que tu disais la dernière fois, c'est faire un choix, c'est renoncer. Ouais. Et donc de devoir choisir concrètement, tu vois. Grave. C'est difficile parfois de se positionner et de dire réellement, bah, moi j'ai envie de manger une pomme en fait. Mhm. Tu vois. Et donc, Pas une banane, pas une poire, pas une salade de fruits, une pomme. Exactly. Oui, vraiment. Quel exemple, j'adore. Une autre raison, c'est le besoin de reconnaissance que nous avons, notamment avec l'instance extérieure, hein, la société, les parents, etc. Donc on a envie en fait de ne pas être jugé par nos souhaits. Et le dernier, c'est que parfois c'est assez compliqué de savoir ce qu'on a envie de dire. Enfin, Tout simplement. de Ouais. juste dire je suis triste, Ouais. bah, c'est compliqué. Grave. Surtout quand ça touche aux émotions. Exactly. Donc voilà, premier chapitre. Merci Fabrice pour cette entrée en matière. Ouais. Je trouve ça intéressant. Ouais. Pour résumer, on peut donc dire que la première chose à faire pour être plus heureux dans sa vie, c'est d'assumer de quoi on a envie et de dire je. Et de pas s'excuser d'être qui on est. Exactement. Yes. Il faut aussi qu'on Let's do commence it. à aimer les gens qui disent je. Hein. Oui. Grave. Ça vient d'où ce dicton que tu disais tout à l'heure de... Ouais, les gens qui sont moi je. Ouais. Après, il y a un truc, par exemple, t'es en date avec un mec et le mec il parle que de lui. Ouais, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, c'est pas forcément agréable parce que ça va être une façon un peu de se vanter, tu vois, ça peut être un peu vantard ou quoi que ce soit. Mais c'est pas du tout ce que veut dire Fabrice Midal, bien entendu, dans son bouquin. C'est plutôt d'assumer qui on est et puis de surtout savoir dire qui on est, ce qu'on veut et tout ça, tu vois. Exactement. Le deuxième chapitre, il est vachement en lien avec le premier. C'est d'arrêter d'être objectif et de s'engager dans les discussions. Réfléchis à un discours ou à une intervention lors d'une conférence que tu as eue dans ta vie, que ce soit un exposé à l'école ou une présentation en entreprise ou une conférence extérieure professionnelle. Mais la plupart des gens qui t'ont marqué, c'est des gens qui sont engagés et qui ont partagé quelque chose d'eux et qui n'ont pas juste répété des choses que tu as déjà entendu dire, tu vois, mais qui réellement ont quitté cette objectivité et qui ont assumé leur choix. Qui ont pris position. Exactement. Grave. En mode, mon but, c'est pas de plaire à tout le monde ou de pas choquer, c'est juste de dire vraiment ce que je pense, quoi. Exactement. Ouais. Et donc, d'arrêter en fait de se cacher derrière cette pure objectivité et de se raconter soi-même et de raconter en fait de ce qu'on sait, ce qu'on voit, etc. Ouais. Même si c'est subjectif ce que tu racontes, du coup, sous-entendu ça. Genre, l'objectivité voudrait que du coup, tu peux pas t'exprimer sur ça parce que t'as pas tous les tenants, les aboutissants. Oui, bah moi, mon expérience, c'est ça, donc je vais vous le raconter. Avec toute la subjectivité que ça peut avoir, mon avis, c'est le suivant, machin et tout. Et c'est aussi ça qui est bien parce que j'ai envie de te dire, l'expérience que tu partages est forcément liée aux expériences passées. Donc forcément, il faut aussi les partager pour que les gens comprennent de pourquoi tu arrives à ce cheminement-là, tu vois. Ouais. Et je sais pas, genre moi par exemple, il y a une femme qui nous a beaucoup marqué aussi tous les deux, qu'on a vu en conférence, une patronne d'une multinationale, on peut même dire. Et qui, elle, partageait en fait des galères ou même des choses qu'elle a vécues, elle, dans son cheminement professionnel. Et je trouve que c'était beaucoup plus, je sais pas, on arrivait plus à ressentir ou à comprendre, tu vois. C'était une femme qui avait en plus des avis très tranchés parce que c'est dans son caractère et elle a raison, quoi. En gros, elle s'en fout de l'objectivité, elle dit les choses telles qu'elle les pense et qu'elle les vit. Et en fait, elle justifiait par les expériences effectivement qu'elle avait vécues. Ouais. Oui, ce qu'elle racontait, c'était pas 100% objectif, mais on s'en fout. Tu peux Exactement. parler de son expérience, de ce qu'elle a vécu, elle avait pas peur de dire je et elle doit avoir un bonheur imparfait, cette femme. Et après, nous aussi, ce qu'on se dit souvent dans le podcast, c'est on peut plus ou moins tout dire. Ouais. Tant que c'est expliqué, tant que c'est peut-être aussi partagé d'une façon un peu plus, je suis ouvert à prendre des retours négatifs ou à me remettre en question. Tant que tu l'amènes de la bonne manière, tu peux tout dire, ouais, c'est sûr. Exactement. Donc c'est ça l'idée, de plus s'engager personnellement dans ce qu'on raconte. Nice. Le troisième petit conseil qu'on nous donne, c'est un conseil que moi j'utilise souvent. Ah, j'adore. Ça va être intéressant de savoir si toi aussi. C'est tu as le droit de te protéger. Donc, souviens-toi de ton armure. Okay ? Ça veut dire que on a forcément tous une carapace qui est là, qu'on utilise à certains moments pour nous protéger
et pour protéger aussi éventuellement nos émotions, notre bonheur au Mhm. final. Et donc on met cette armure-là pour se protéger des autres et donc ça nous permet aussi de se pousser à juste faire le taf. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, C'est genre quand tu es au travail par exemple, genre moi ça m'arrivait souvent quand je travaillais encore en entreprise, c'est je mettais mon armure, je réfléchissais plus à qu'est-ce que Kira elle veut. Non, là Kira elle est au travail et donc elle a ce statut de travailleuse. Donc tu vois. dans tous les cas, je peux pas faire ce que je veux, je suis au boulot, je fais et je ferme ma gueule, quoi. Je réfléchis même pas de ce que ça fait, ce que ça a comme impact sur moi de négatif, je fais, quoi. Oui, est-ce que c'est quelque chose que tu connais? Redis l'intitulé exact. Tu as le droit de te protéger, souviens-toi de ton armure. Exactement. Donc tu as le droit de dire non, tu as le droit de pas discuter avec une personne, tu as le droit de pas t'engager personnellement, émotionnellement, en te mettant en fait une armure. Ouais, ça me parle, mais... Qui est symbolique et métaphorique, hein, mais... Bien sûr, mon armure est rangée dans mon dressing. Non, mais ça me parle. Ça résonne en moi, je comprends et tout ça. Mais étonnamment, j'ai du mal à me dire que dans ma vie, je l'utilise. Pour moi, c'est peut-être une armure, tu peux aussi le comparer à jouer un personnage. Ouais. Tu vois. Forcément que je m'en sers, c'est sûr. Tu vois, forcément que j'ai des mécanismes de protection où je me mets un peu dans un truc pour mieux vivre une situation. C'est sûr que c'est un truc que j'adopte dans ma vie. Maintenant, me mettre le doigt dessus, là, j'y arrive pas. Là, je saurais pas te citer un truc. Okay. Mais je pense que peut-être que tu le contextualises pas. Ouais, j'arrive pas à me dire, quand tu vois, comme en ce moment, j'ai l'impression que mon quotidien, honnêtement, j'ai la chance de faire des choses qui me plaisent et où j'ai pas à me forcer, où les gens que je côtoie, je les choisis, parce qu'en fait, là, actuellement, je travaille depuis chez moi, tu vois. Donc, j'ai pas forcément à me protéger en me mettant dans un truc. Mais oui, of course, c'est des choses que j'ai dû faire, tu vois. Ça, c'est certain. Notamment pour me protéger, entre guillemets, de l'énergie peut-être de gens qui m'entouraient que j'aimais pas, mais que j'étais obligée de tolérer parce que j'étais obligée de dealer avec eux, de travailler avec eux notamment. On en revient au monde du travail, ouais. Mais c'est vrai que c'est intéressant de l'avoir en tête et c'est un conseil qu'il faut se rappeler. Dans le livre, Fabrice Midal nous donne quelques exemples de quand est-ce que c'est utile, par exemple, de mettre son armure. C'est quand tu as un rendez-vous avec un connard, par exemple, au boulot, et que t'as pas du tout envie de te laisser déstabiliser par ce connard. Grave. Bah voilà, tu mets ton armure. Oui, c'est sûr que ça m'est arrivé. T'es face à un client qui est hyper négatif, hyper toxique, t'as vraiment pas du tout envie, mais tu dois le faire, le rendez-vous client. Tu mets ton armure. De ouf. Et t'as même plutôt intérêt parce que sinon, si tu commences à être impacté par le con qui est en face, ça revient un peu à ce qu'on disait dans un autre podcast, c'est que parfois il y a des gens, tu sais d'office que tu les feras pas changer d'avis, ne gaspille pas ton énergie. Exactement. Voilà. Tu mets ton armure pour que ça te touche pas. Grave. Une autre occasion, c'est t'es avec ta famille. Ah, j'y ai pensé. C'est hyper toxique peut-être l'environnement, whatever, où il y a une discussion qui te met à bout parce que problème générationnel, problème politique, voilà. Que sais-je, ouais. Bah mets ton armure, protège-toi. Ou même avec des personnes qui détectent en fait des points faibles que t'as et qui veulent en jouer. De ouf. Mets ton armure. En fait, ce qui est génial quand t'arrives à manipuler cette armure, c'est grâce à cette armure-là que t'arrives à être objectif malgré que quelqu'un t'attaque. Grave. Tu vois, parce que même si quelqu'un t'attaque, si t'as ton armure, on s'en fout, ça me touche pas personnellement. Je pense qu'il faut le conscientiser d'ailleurs, c'est intéressant parce que regarde, tu vois, ça avait du mal à me parler alors que je le fais tout le temps, mais parce que je le conscientisais pas. Mais je trouve ça intéressant de me dire, dorénavant, je vais le conscientiser dans des moments où je suis pas à l'aise, où je sais direct que sans mon armure, je suis foutue, je suis en courant et que du coup, je mets cette fameuse armure. Rien que le fait que de le conscientiser, si par exemple c'est un cadre avec des gens négatifs et tout ça, je me prends un truc, une balle perdue ou j'en sais rien, mon armure elle me protège, tu vois, rien que le fait de me le dire concrètement, ça va moins m'impacter, ouais, c'est sûr. Exactement. C'est intéressant de le rendre réel, quoi. Oui. De ouf. Tu verras tout au long du livre, mais c'est des conseils qu'on connaît, Ouais, mais des fois, piqûre de rappel. Juste le dire, de le poser et de s'en rendre plus compte, tu vois, ça change mais quand même la donne. Mais dans combien de domaines de nos vies, il y a ce fameux truc où on se dit, même qui rentre toi et moi, ouais, juste l'entendre. Et on a juste besoin de l'entendre, on a juste besoin que quelqu'un nous le dise, on a juste besoin de le voir écrit, on a juste besoin de l'écrire. Des fois, il y a des trucs qui nous semblent bateaux, qu'on nous le dise, ça change la vie. Hein. Mais vraiment le truc con. Hein. Je sais pas, depuis qu'on est gosse, on nous dit quand il fait froid, tu te couvres, tu mets un manteau pour aller dehors. Peut-être que si on nous l'avait jamais dit, c'est pourtant bateau, on l'aurait pas fait instinctivement, enfin tu vois. Oui, c'est de l'apprentissage. Et en fait, ce qui est intéressant et ce qui est hyper important quand tu joues avec cette armure-là, c'est que ça soit un choix quand tu la mets. Faut pas que ça soit automatisé. Et moi, par exemple, très longtemps, ça a été automatisé où en fait je me suis pas rendu compte que je suis un peu sur la défensive, enfin pas sur la défensive, mais je suis dans ce personnage là où j'aurais peut-être pas dû l'être, tu vois. Parce qu'il faut pas oublier que c'est pas toi, tu vois. Quand tu fais ça, c'est pas toi, donc au plus t'es toi, au plus c'est sain quand même. Exactement. Donc j'avoue, faut enfiler son armure, mais
pas tout le temps, quoi. Oui, et donc c'est pour ça aussi, il dit que c'est important de pouvoir la ôter et de ne pas la mettre d'emblée dès que tu te réveilles. Non, c'est un choix, c'est quand j'en ai besoin. Intéressant. À nouveau, Fabrice, you got it. Une petite citation de Miyamoto Musashi. Oui, bien sûr. Putain, je l'ai bien dit, putain, j'avais vraiment peur de mal prononcer le nom, mais bon. Donc la personne dit « Savoir se défendre intelligemment, c'est porter l'armure à bonne escience. » Grave. Voilà. Are you ready for the next chapter? Yes. Donc le numéro 4. Yes. C'est quelque chose on doit tous apprendre et qui est parfois dur à mettre en place. Vas-y, je vais essayer de deviner. Vas-y. Dire non. Oui, t'es pas loin. T'es pas loin. Je suis pas loin. T'es Dire pas loin. poser ses limites, dire stop. Exactement. Ah putain. C'est un peu ça. En fait, c'est arrêter de se sacrifier et fais uniquement ce que tu dois. Donc dans cet exemple-là, dans le livre, il prend un exemple entre deux frères et sœurs qui sont adultes. La sœur, elle a des enfants et le frère non. Et en fait, la sœur, elle insiste très longuement sur le besoin du frère de l'accompagner pendant un voyage pour aussi l'aider avec les enfants, pour passer du temps ensemble, etc. Or, le frère, de base, il n'a pas l'envie, il n'a pas le temps, ça le stresse parce qu'il a plein de choses à faire à Paris et donc il ne se voit pas du tout faire un voyage, etc. Mais il le fait quand même parce qu'il se dit, bah, c'est mon rôle. Qu'est-ce qui se passe sur place? La personne n'est absolument pas présente, donc le frère, il n'arrive pas à être présent dans le présent. Il est de mauvaise humeur, il profite pas. Et qu'est-ce que la sœur, elle fait? Bah, elle lui reproche, elle lui dit, bah, si t'étais comme ça, t'avais pas qu'à venir. Tu vois. C'est tellement des situations qui arrivent très souvent dans plein de contextes différents, mais c'est certain, tu vois. Ouais. Alors que s'il avait effectivement, j'imagine, posé ses limites dès le départ, bah c'est ok, la sœur, elle aurait déjà pu comprendre sa façon de justifier les choses et tout ça. Exactement. Et donc, c'est d'arrêter de faire je fais quelque chose pour faire plaisir ou il faut que je le fasse. Non, c'est je fais le choix conscient. Je le conscientise. Je fais le sciemment. Je fais le choix consciemment de vouloir faire ça parce que j'en ai envie. Et si j'en ai pas envie, je ne le fais pas bien et ça se retourne contre moi dans certaines situations. Exactement. Un autre exemple que moi je trouvais aussi assez parlant, c'est le fils, il a grandi, il est adulte, il a sa propre famille et il habite à 2 heures de sa mère. Et en fait, sa maman, elle est toute seule, elle a plus son mari, il a beaucoup de peine pour sa mère et donc il fait tous les semaines des déplacements pour aller voir sa mère, au moins une journée. Mais en fait, il commence à faire les déplacements pendant 6 mois, 8 mois, 1 an. Il se rend compte que ça le fatigue de ouf. Il n'arrive plus du tout à être présent avec sa mère parce qu'il est fatigué de la route. Il n'arrive plus du tout à être présent pour sa propre famille parce qu'il est tout le temps en route, où il travaille, il est fatigué. Et donc forcément, ses relations se dégradent avec tout le monde. Or, s'il aurait dit, bah, c'est pas mon devoir de le faire, mais je le fais si j'ai le temps et j'ai le plaisir de le faire, oui, peut-être il ne serait pas allé tous les semaines, mais peut-être une fois par mois, tous les 2 mois, et avec un peu plus de temps sur place, avec un peu plus d'engagement et avec beaucoup plus de plaisir. Grave. Donc voilà, c'est à peu près ça l'idée, c'est de dire en fait que la vie n'est pas un grand parc de loisirs et nous avons aussi fréquemment des devoirs donc, qui nous empêchent en fait de tout faire. Donc parfois en fait il faut juste se concentrer sur ce qu'il faut que je fasse réellement. Ouais. Et je pense que ça nous invite tous un petit peu à se dire qu'il faut prendre le temps de se poser la question de est-ce qu'il faut réellement que je le fasse ? Quelles vont être les conséquences si je le fais ? Est-ce que si je suis trop épuisée et que je le fais mais que du coup je le fais pas bien, ça va pas être des conséquences désastreuses pour tout le monde, tu vois ? Et c'est vrai qu'on a tendance, surtout, on parlait de FOMO tout à l'heure, là, Fear of Missing Out, les gens qui aiment pas louper des choses, etc., à dire oui à tout, mais au final on se bousille, on bousille peut-être les autres autour parce qu'on n'est pas là vraiment, parce qu'on fait les choses pas comme il faut et tout ça, plutôt que si on mettait nos limites parce qu'on s'écoutait vraiment sur ce qu'on est en capacité de faire parce que c'est pas un terrain de jeu et qu'on peut pas tout faire, ce serait beaucoup plus productif pour tout le monde. Complètement. Et après, je pense que l'idée aussi, c'est de dire, trouver le bon équilibre. Oui, parfois il faut se forcer, oui, parfois on n'a pas envie de faire quelque chose, mais on sait qu'au final, ça va nous faire plaisir et ça va nous faire du bien. Ouais. Mais tant que c'est pas en mode, c'est un devoir, je suis obligée de le faire et j'en ai absolument pas envie, ben c'est important de, tu vois. Grave. Et en fait, Fabrice Midal, dans le livre aussi, il dit, et ça rejoint un peu ce que tu viens de dire, interrogez-vous tous de combien de fois par jour vous agissez au nom du « il faut que je fasse ça » pour entreprendre quelque chose dont vous n'avez absolument pas envie. Et en fait, tu me connais, moi je suis un grand fan de me forcer la main. Et donc souvent je me dis, bah Kira, il faut que tu le fasses, t'as pas le choix en fait. Je me laisse même pas le choix. Et en fait, du coup, moi ça me parle beaucoup, mais je suis aussi défendeur de ça. Je pense que toi, tu te dis souvent il faut vis-à-vis de toi-même pour des tâches. Moi, c'est plutôt pour les autres et pas moi-même. Tu vois ? Moi, c'est vraiment, mais Iléa, il faut que tu y ailles. La personne, je sais pas, elle part à l'étranger, elle organise un truc, il faut absolument que tu y ailles.
parce que si t'es pas là, ça se fait pas, Ah oui. même si j'ai pas l'énergie et tout ça. Et donc là, j'ai peut-être plus de mal à ne pas le faire maintenant. C'est ok, tu vois, je le fais, mais ça, c'était plus compliqué pour C'est vrai, moi. t'arrives plus à te forcer pour des Pour événements les sociaux. autres, ouais, de fou. Que pour moi, non. Je vais me laisser, par exemple, si je parle de travail, je vais me laisser submerger, le faire en dernier, tu vois. Ouais. C'est intéressant de voir un petit peu la différence par rapport à ça. Mais je pense que moi, c'est vraiment lié au fait que je sais que ça va m'emmerder si je le fais pas. Je vais le garder comme charge dans ma tête et j'ai pas envie d'avoir cette charge. Ouais. Et donc j'arrive à me forcer. T'as pas envie de t'emmerder toi, moi j'ai pas envie d'emmerder les autres. C'est vraiment. Je te jure, et m'emmerder moi, limite j'en ai rien à foutre. Oh, Ah ouais. stop C'est it! pas bien ou pas bien, je sais pas, mais. Stop the car! C'est pas possible là! Non, Léa, s'il te plaît, concentration, moi sur toi. Avec des pincettes, parce que c'est pas extrême, tu vois. C'est. De temps en temps. Ouais, de temps en temps, et c'était peut-être plus extrême avant. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus équilibrée dans ce genre de truc. Mais ça reste quand même une façon de vivre que j'ai, tu vois. Après, je pense qu'il faut pas non plus aller dans l'extrême, c'est-à-dire que tant que c'est un choix conscient que tu fais, et c'est ta volonté de vouloir faire plaisir à ton ami qui fête son anniversaire, ben, c'est bien aussi, tu vois. Ah oui, c'est pas non pas plus... toxique, hein, faut pas non plus déconner, quoi. Exactement, c'est trouver le bon équilibre, en fait. Ouais, grave. Tout est une question d'équilibre dans la vie, les guys. Exactly. Et donc, Fabrice Mila nous donne 2 petits exos qu'on peut faire pour, en fait, savoir si on est en train de le faire par plaisir ou parce qu'il le faut. C'est déjà se poser la question, suis-je heureuse d'accomplir cette action ? Est-ce que ça m'apporte du bonheur ou est-ce que c'est plutôt une sensation de sacrifice ? Ça, c'est un bon indicateur. Et le deuxième, c'est est-ce que cette action émane d'un jeu ? On repart au premier conseil de dire qu'est-ce que toi, tu as envie ? Grave. Est-ce que tu as envie de faire un voyage actuellement ? Oui, vas-y. T'en as pas envie ? Ne le fais pas. Ouais. Ça revient avec, faut vraiment prendre le temps de se poser les questions, hein, rien que ça, hein. De conscientiser les choses et de prendre du recul. Exactement. Merci Fab. En fait, le 5e, c'est quelque chose qui nous parle beaucoup, Léa, parce que c'est complètement en relation avec ce que fait Rosé ou Café. C'est les objectifs t'obsèdent. N'oublie pas le chemin. Grave. Oh, n'oublie pas de profiter du chemin, même quand l'objectif n'est pas atteint. Son objectif va peut-être bouger derrière, etc. Mais it's a climb, quoi. Oui, effectivement, ça renvoie à l'épisode The Climb qu'on a fait, qu'on vous met d'ailleurs dans la description au cas où vous ne l'avez pas écouté, qui fait vraiment un focus là-dessus. Grave. Mais l'idée aussi, c'est de dire, on sait tous que les objectifs aujourd'hui, c'est les mantras de l'époque. C'est l'objectif, c'est vers quoi on se dirige, on a envie de y Regarde, aller. avec le mois de janvier, ça va être les résolutions, tout ça, c'est des objectifs en fait. Exactement. L'être humain a besoin de se fixer des objectifs, continuer de le faire, ça c'est sûr. Mais ne tombez pas effectivement dans ce truc que Fabrice dit très justement, d'être obsédé par l'objectif et d'oublier de profiter du chemin. Parce que sur 365 jours, ton objectif, c'est pas d'avoir ton code, tu vas l'avoir un jour ton code, mais sinon le climb, tout le moment où tu as travaillé, etc., c'est d'en profiter un peu. Exactement. Je pense au code, mais... Non, mais c'est un bon exemple, hein. C'est quelque chose qu'on connaît tous, enfin en tout cas la plupart. Et après, il dit aussi, ce qui est fou, c'est que souvent quand on a atteint un objectif, on a déjà un deuxième qui nous attend à la prochaine rue. Donc, il faut aussi savoir que l'objectif, quand tu atteins un objectif, je sais pas si toi Léa c'est pareil, mais moi souvent quand j'atteins un objectif, je suis pas... transcendée de bonheur, tu vois. Je me dis pas oh my god, enfin je suis hyper heureuse, etc. Je réfléchis déjà à ce que je peux faire après, à comment l'utiliser, etc. Et au final, je sais pas si toi aussi t'as ça, mais moi souvent je suis plus excitée à l'idée de l'objectif. Mais grave. Tu vois, de me dire ah mais je vais faire ça pour ça me rappelle un truc, arriver à ça. Mais grave, on en parlait en plus il y a quelques jours. Dans la Star Academy, il y a un artiste qui est venu, enfin 2 artistes, c'est un groupe, bon Big Flo et Oli quoi, ils sont venus et ils ont dit aux Star Académiciens que ouais en fait ça avait plus le même goût qu'avant. Quand ils rêvaient quelque chose, c'était complètement dingue, la sensation de rêver par exemple un zénith ou j'en sais rien. Et une fois qu'ils étaient au zénith, tout le chemin avait été fait et tout ça, finalement l'excitation elle est pas comme tu te l'imagines non plus. Donc c'est important de se rappeler du chemin quoi. Et surtout d'enjoy le climb, parce qu'une fois que t'es en haut de la montagne, ça se trouve, t'auras des nuages, tu vas pas voir le coucher du soleil, quoi. Ou le lever. Et en fait, ce que je trouve de galerie, peut-être ça nous parle à tous les deux un petit peu, mais de voir ça comme une aventure passionnante, et tu peux l'appliquer à tout et n'importe quoi. Là, Fabrice, par exemple, il a pris un exemple que moi je trouve assez gaulerie, c'est comment transformer l'achat des chaussures, tu vois, à un projet d'aventure que tu aimes bien. Ah ouais, c'est drôle. Parce que ça peut être vu comme une corvée, parce que tu cherches des chaussures, tu sais que ça va être chiant, parce que les magasins ils sont pleins, t'as pas le temps de le faire en dehors des heures de pointe où il y a tout le monde, donc ça te saoule, ça te pèse, tu réfléchis depuis une semaine, voilà.
directement ça va être négatif, tu vas pas du tout enjoy le process, tu vas regarder et chercher ta chaussure, quand tu l'auras, voilà, ton objectif sera rempli, mais c'était une corvée, tu vois. Mhm. Or, si tu te dis, bah, c'est quelque chose de super cool, quoi, Ouais. j'ai hâte de me voir dans ces chaussures, tu t'imagines, tu te visualises, Grave. tu vois, tu essayes de te dire, bah, qu'est-ce que ça me ferait, comment est-ce que je me sentirais avec ces nouvelles chaussures. Et donc, de prendre vraiment le plaisir. D'anticiper le plaisir avant même de le vivre finalement. Exactement. Je pense que ouais, bah, encore une fois, le pouvoir de la visualisation, t'anticipes les choses avant de les vivre. Instinctivement, ton cerveau, au moment où tu vas le vivre, il va se replonger dans la visualisation que tu avais fait, tu vois. C'est hyper intéressant ça. Et donc, la clé aussi, c'est de se dire, en fait, ce qui me rend heureux, ou en tout cas, ce qui me procure de la joie, c'est la possibilité de me laisser surprendre. Grave. Tu vois, et c'est ça, en fait, aussi dans le cheminement de ce fameux climb, c'est de dire, en fait, je sais pas ce qui m'attend. Ouais. Et c'est ça qui est gaulerie, c'est Grave. ça qui est aventurier, c'est ça qui devrait nous faire vivre. Hmm. Donc voilà, pour terminer ce petit chapitre, C'est bien de finir sur celui-là, je trouve. oui, j'ai surtout une citation, encore une fois, de te donner, Oui. enfin, te partager. De qui, s'il vous plaît? D'une des représentantes féministes hyper importantes. Oh. Ah, mais c'est Simone Veil. C'est effectivement Simone Veil qui dit « Quand je fais ce que je fais de tout mon cœur, je vide mon âme de son trop-plein. Je la remplis d'autre chose, de présence, de silence, de bonté et de beauté. C'est beau, j'adore cette phrase. Oh, ah, j'ai adoré. Ouais. Attends, je la prends en photo. » Elle est Ah, j'ai inspirante, trop aimé. je trouve. Et en fait, c'est une question de comment est-ce qu'on voit la vie et quel choix on prend réellement pour vivre sa vie, quoi. On peut la vivre vraiment en désespoir, en tristesse, en devoir, voilà, tout est chiant, tout est dur, tout est long, voilà. Ou alors, on se transforme en quelque chose de On différent. trouve l'excitation dans tout. On peut trouver la beauté de la vie, on peut la trouver dans tout. Et laissez-moi vous dire un truc, c'est vraiment uniquement votre force mentale qui est important là-dedans. Ah, guys, le mental. C'est ce qui fait la différence dans tout. Pour les sportifs qui nous écoutent, le mental, c'est ce qui va faire tout le temps la différence dans tout, dans la vie. Faut miser sur son mental. Faut l'entretenir, faut le travailler, faut l'écouter. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. On était trop contentes. J'ai adoré ce truc-là, peut-être parce que moi j'ai eu des petites surprises, tu vois. Toi, t'avais préparé, mais moi non, je me suis laissée surprendre pour le coup. En fait, j'aime bien parce que ça permet aussi de revivre le truc, tu vois, Ouais. reprendre les conseils en compte et les re-appliquer. Et aussi aujourd'hui, je les comprends différemment. Mhm. Donc peut-être, si vous vous êtes intéressé, il y en a 28 au total, on pourrait en faire d'autres Grave, épisodes grave. où on partage un petit peu les conseils de Fabrice Midal. Je vous conseille d'ailleurs d'acheter le livre parce que c'est toujours un livre intéressant à voir ou même à offrir. Donc n'hésitez pas. Et puis, peut-être prenez le temps de process un peu ce qu'on vient de dire. Moi, en tout cas, c'est pas rentré dans l'oreille d'une sourde, Kiki. Ça m'a parlé, beaucoup de ces conseils m'ont parlé. Et puis, je suis ravie d'avoir pu échanger à ce sujet-là. Le plus important, c'est de faire de son mieux. Ouais. Voilà. Et vraiment, concentrez-vous sur vous. De ouf. Tout le monde est remplaçable. Ouais. Toutes les personnes en général, ils en ont rien à foutre à la fin. Si vous êtes heureux ou pas, ils vont juste regarder eux comment ils se sentent. Donc le principal réellement, c'est de être sûr d'être sur un chemin qui vous rend heureux, vous. Ouais. Et pas Ne vous les autres. excusez pas d'être vous-même. C'est ce que vous faites le mieux. Personne n'est vous-même aussi mieux que vous. C'est bateau, mais c'est tellement ça. Quand je pense aussi à la Starac ou à d'autres moments où tu fais la connaissance de gens que tu connais pas, je sais pas, mais moi j'apprécie les personnes qui se montrent vulnérables, mais qui se montrent aussi réellement leur personnalité. Et pourquoi on apprécie ça? Parce qu'en fait, un humain, c'est ça, tu vois. Mhm. On est tous un peu vulnérables et tout ça, peu importe la façon dont on va le montrer ou ne pas le montrer, mais on l'est tous. Donc en fait, quand tu vois une personne qui l'est, tu te dis, ah bah elle est entière, elle est humaine, quoi. Et tu vois une personne qui l'est pas, tu te dis, je pense qu'elle joue quand même un jeu. La phrase à vous conseiller, c'est lâcher le contrôle, lâcher prise et soyez vous. On peut finir sur ça, c'est beau. Ouais. On vous embrasse, prenez soin de vous, profitez de la vie. À très bientôt. Et à très vite. Et n'oubliez pas d'essayer ces petits conseils qu'on vous a donnés. Faites-moi un retour sur est-ce que ça vous aide, est-ce que vous trouvez ça bien, ou est-ce que pas du tout, une armure, what? Non, pas pour moi, quoi. Ouais, il y en a peut-être qui en ont pas. Allez, des bisous, bye. Ciao.